Tout d'abord, je voudrais remercier d'être venu, chers messieurs, dames. On considère c'est comme un geste de solidarité avec le peuple ukrainien et avec l'Ukraine. Je vais continuer, s'il vous plaît, en ukrainien. Хочу вам розповісти про ситуацію, яка склалася. Je vais d'abord faire le point sur la situation à l'heure d'aujourd'hui. Ви знаєте, що Російська Федерація, президент Путін оголосили війну проти моєї країни. Vous savez, la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont déclaré la guerre contre notre pays. Щойно було звернення президента України Зеленського. Le président de l'Ukraine, M. Zelensky, vient de faire un appel au peuple. Я хотів би вам деякі тези зачитати. Et je voudrais vous présenter quelques points de cette déclaration. Президент Зеленський закликав український народ підтримувати Збройні сили України. Le président Zelensky a appelé le peuple ukrainien à soutenir les forces armées de l'Ukraine. Ворог несе втрати. L'ennemi enregistre des pertes. Цих втрат буде ще більше. Et ces pertes seront encore plus nombreuses. Сьогодні вже видається зброя всім, хто погоджується вступити на захист суверенітету України. Aujourd'hui, on donne des armes à tous ceux qui acceptent de s'engager dans les forces armées et s'engager pour défendre l'Ukraine. Президент підкреслив важливість того, що сьогодні всі політичні сили України єдині. Le président a souligné l'unité de toutes les forces politiques ukrainiennes. Президент запевнив, що всі системи України працюють, банківська система працює. Le président a assuré que tous les systèmes ukrainiens, dont le système bancaire, fonctionnent parfaitement. Президент закликав народ Росії виступити проти війни. Le président ukrainien a appelé le peuple russe à se prononcer contre la guerre. Також він задекларував те, що Україна розриває дипломатичні відносини з агресором, з Росією. Le président a également déclaré que l'Ukraine rompt les relations diplomatiques avec la Russie, avec son agresseur. Ми розглядаємо цей акт агресії як не тільки війну проти України, Nous considérons cet acte d'agression non seulement comme une guerre contre l'Ukraine, а також як війну проти всього цивілізованого світу, mais aussi comme une guerre contre tout le monde civilisé, проти Європи contre l'Europe і проти світу. et contre le monde. Значить, далі я хотів би вам, я хочу сказати, що Україна стосовно статті 51 Уставу Організації Об'єднаних Націй En ce qui concerne l'article 51 de la charte de l'ONU, використовує своє право на оборону. l'Ukraine use de son droit à se défendre. Значить, хочу вам повідомити, що щоб ви розуміли абсолютно чітко ситуацію, тому що з Росії вони кажуть, що вони хочуть звільнити Луганську і Донецьку області. Je voudrais que vous soyez parfaitement conscient de la situation, puisque en Russie, enfin de la part de la Russie, on déclare qu'on veut libérer les régions de Donetsk et de Luhansk, Але факти свідчать про інше. mais les faits témoignent du contraire. Значить, наразі російські війська перетнули кордон біля Харкова. Aujourd'hui, les forces russes ont franchi la frontière dans les environs de Kharkiv, В Сумській, la région de Sumy, Херсонській, Kherson, Чернігівській, Chernihiv, Донецькій та Луганській областях. les régions de Donetsk et de Luhansk. Також йде атака з боку Білорусі в напрямку Києва. Il y a également une attaque depuis la Biélorussie en direction de Kiev, en direction de la capitale. Зранку почалися обстріли мирних українських міст. Depuis ce matin, il y a eu des tirs à l'artillerie lourde contre les villes pacifiques ukrainiennes. Є втрати серед мирного населення, Il y a des pertes parmi la population civile, в тому числі діти, y compris les enfants, на жаль. malheureusement. Якщо ви будете чути якісь наративи, що вони обстрілюють тільки об'єкти військової інфраструктури, то це неправда. Si vous entendez dire que les Russes ne tirent que sur les infrastructures militaires, sachez que ce n'est pas vrai.
Вони стріляють, в тому числі некерованими снарядами. Наприклад, Харків було обстріляно з систем некерованого вогню, які називаються «Смерч». En particulier, ils utilisent des armes guidées et notamment la ville de Kharkiv a été bombardée avec les armements Smerch. Значить, коли я кажу про обстріли ракетами, ви повинні розуміти, що вони застосовують важку зброю. Це балістичні ракети середньої дальності. Lorsque je parle de l'armement lourd, de roquettes, il faut être conscient qu'ils utilisent des armements balistiques de portée moyenne. Коли вони взриваються в центрі Черкас або Чернігова, це не може бути системи малої дальності. Et lorsque ces roquettes explosent à des centaines de kilomètres de la frontière, à Tcherkass ou Tchernihiv, il ne s'agit bien évidemment pas des missiles à petite portée. Я хочу, щоб з сьогоднішнього дня, це моє прохання до вас, щоб французькі медіа перестали застосовувати в заголовках такий наратив, як «українська криза». Je voudrais vous demander de ne plus utiliser dans vos articles et dans vos titres l'expression de la crise ukrainienne. Як криза, вона ніколи не була українською. Ce n'a jamais été la crise ukrainienne. Це штучно створена Путіним і його оточенням криза, C'est une crise artificiellement créée par Poutine et son entourage, яка зараз перетворилася на війну проти України і проти Європи. qui s'est transformée aujourd'hui en une guerre contre l'Ukraine et contre l'Europe. Наші війська чинять відсіч. Nos forces armées résistent et ripostent. В бій вступили частини прикордонної служби. Les forces frontalières ont donc soutenu l'attaque et ont répondu. Національна гвардія La garde nationale і, звичайно, Збройних сил України. et bien évidemment les forces armées ukrainiennes. Можу повідомити, що супротивник несе втрати, як казав президент Зеленський. Je répète, comme l'a dit déjà le président Zelensky, l'ennemi enregistre des pertes. На цей час офіційно Збройні сили України повідомляють про 6 збитих літаків військових російських. À l'heure actuelle, les forces armées ukrainiennes parlent de 6 avions abattus, 6 avions russes, 2 гелікоптери 2 hélicoptères і десятки військової техніки. et des dizaines d'unités. Voilà donc pour les d'armement principales militaire. déclarations de Vadim Omelchenko. C'est l'ambassadeur d'Ukraine en France. Il a décidé de prendre la parole en direct, évidemment, pour donner sa version des faits, des versions parfois contradictoires avec ce qui est annoncé depuis l'ouverture des hostilités avec la Russie. Ce qu'il dit notamment, c'est qu'il ne faut pas, on ne peut pas parler de crise ukrainienne, mais de guerre contre l'Ukraine, guerre contre l'Ukraine et contre le monde, dit-il. Il a relayé les mots du président Zelensky en Ukraine ce matin, affirme que la Russie enregistre déjà des pertes, que des armes seront distribuées à tous ceux qui veulent combattre contre les Russes en Ukraine. Il évidemment évoque le droit de l'Ukraine à se défendre, en appel à l'ONU, en conformité des règles, dit-il, et de l'article 50 donc de l'ONU. L'Ukraine a le droit de se défendre. Il rappelle que les forces russes ont franchi les frontières ukrainiennes à plusieurs endroits, notamment à l'est et au nord du pays. Voici pour ces déclarations. Catherine, on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi une guerre de communication qui se joue des deux côtés, du côté russe mais aussi du côté ukrainien. Oui, bien sûr. Effectivement, l'ambassadeur d'Ukraine à Paris a dit que les Russes avaient tiré sur des villes et que la population civile avait été touchée, y compris des enfants. Évidemment, les Russes, eux, disent exactement l'inverse et que jamais ils ne toucheront à la population civile. Et puis aussi, il dit que les forces ukrainiennes, notamment aux frontières, ont résisté et riposté. Et il parle de 6 avions russes abattus et 2 hélicoptères, ce que les Russes ont déjà démenti il y a au moins 1 heure ou 2. Donc, effectivement, comme disait, je le citais récemment, Rudyard Kipling, la première victime de la guerre est toujours la vérité. Donc, chacun de son côté, et c'est obligatoire, va essayer de donner et délivrer des informations qui seront en soutien de la vision qu'ils ont de la crise, et même, pour reprendre le mot de l'ambassadeur, effectivement, qui est très juste, de la guerre. Donc, il faut se garder, effectivement, des déclarations qui vont être faites dans les heures et les jours qui viennent.
garder toujours un certain recul par rapport à tout ce qui va être dit, parce que, par définition, nous n'avons pas les moyens pour l'instant de vérifier ce qui se passe sur le terrain. Vincent Lejeux, qu'est-ce que vous retenez des déclarations de Vadim Omelchenko ? Il reprend je dirais, les éléments de langage de ce président Volodymyr Zelensky qui a, depuis le début de cette séquence, essayé d'afficher une forme de sang-froid et de sagesse. Encore aujourd'hui, il explique qu'il n'y a pas de raison de paniquer, mais il va de soi que les longues colonnes qui se forment au sortir des principales villes d'Ukraine montrent à quel point la terreur est en train de s'installer au sein de la population, ce qui est parfaitement compréhensible. Et pour le reste, effectivement, depuis que la guerre existe, même si les vecteurs aujourd'hui de propagande sont plus sophistiqués, il est d'usage de minimiser ses pertes, d'amplifier celles de l'adversaire, de lui imputer des atrocités et d'invoquer le sacrifice porté par les civils. Donc je pense qu'il faut éviter d'entrer dans cette logique statistique et mathématique, par définition invérifiable, et s'en tenir à une autre réalité, c'est que, à l'évidence, le rapport de force militaire est clairement en faveur de l'armée de la Fédération de Russie, mais que l'armée ukrainienne, ça n'est pas une bande de va-nu-pieds. On considère qu'il y a 250 000 soldats d'actifs. Voilà quelques semaines, le président Zelensky lui-même avait signé un décret qui visait à amplifier cette capacité en termes d'effectifs pour la porter à peu près 360 000. Mais donc, imaginez que ce serait pour Poutine, dans l'hypothèse d'une occupation de long terme, une promenade de santé, me paraît extrêmement hasardeux. Et on peut imaginer, car là aussi ça s'inscrit dans une continuité historique, on peut imaginer qu'on entre dans un deuxième temps dans une logique quasiment de guerre de partisans, avec la mobilisation des réservistes et peut-être de milices d'autodéfense à l'échelon local, et que d'une certaine manière, méfions-nous des analogies historiques et géopolitiques, mais que l'illusion afghane pourrait trouver une nouvelle version dans le cas, encore une fois, d'un conflit de long terme qui n'est peut-être pas l'objectif stratégique de Poutine à l'instant T. Avant de retrouver Bastien Auger, qui est à l'Élysée ce matin parce qu'un conseil de défense a eu lieu, il a duré 1h30. Emmanuel Macron, évidemment, cherche la riposte après cette attaque russe contre l'Ukraine. Thomas Flichy-de-Lanneville, qu'est-ce que vous retenez des déclarations de l'ambassadeur ukrainien en France ? Et peut-être aussi important, pourquoi communique-t-il de la façon dont il le fait ? On sent à travers cette déclaration un certain désarroi, on sent aussi une certaine modération. Il communique en reprenant des éléments de langage, effectivement, et puis on voit que s'engage déjà une guerre des mots, une guerre des expressions, une guerre des interprétations historiques. Vladimir Poutine considère qu'il a mis fin à un blocus illégitime, et naturellement, l'ambassadeur lui renvoie ce mot de guerre. Nous entrons donc dans une phase à la fois de mise sous tension militaire et aussi dialectique politique. Bastien Auger, vous êtes à l'Élysée ce matin pour LCI, où s'est tenu un conseil de défense. Il a duré environ 1h30 autour d'Emmanuel Macron, les principaux ministres de la République. Oui, exactement, 1h30 pendant laquelle Emmanuel Macron, ses ministres, les principaux responsables aussi de l'armée, du renseignement se sont penchés notamment sur la coordination internationale et européenne qui va maintenant venir. C'est en tout cas le souhait de l'Élysée. Je vous rappelle qu'il y a cet après-midi à 15h un G7 qui se tiendra en visioconférence. Et ce soir, Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles pour un sommet exceptionnel. Il sera bien sûr question de des sanctions économiques que l'Europe peut infliger à la Russie, puisque c'est la principale menace qui était brandie par les Européens depuis plusieurs jours maintenant. Au menu de ce Conseil de défense, il y avait aussi la question des aides que la France, que l'Europe peuvent apporter à l'Ukraine. Alors tout à l'heure, les conseillers du président nous ont expliqué qu'il y avait déjà une aide économique et une aide logistique qui était apportée à l'Ukraine, notamment du matériel militaire. Mais on est en train de voir comment on peut réévaluer tout cela, nous disait tout à l'heure un conseiller du chef de l'État. Cela aussi sera probablement au menu des discussions à Bruxelles ce soir. Il y a aussi la question des Français qui sont toujours présents en Ukraine. La France estime qu'il y a encore des centaines de Français qui n'ont pas encore été évacués. Donc voilà tous les points sur lesquels se sont penchés Emmanuel Macron et ses ministres ce matin, dans un contexte aussi difficile pour avoir des informations. C'est ce que nous expliquent ces conseillers. Il y a beaucoup de désinformation, insistait-il ce matin. Donc pour s'informer sur la situation en Ukraine, l'Élysée fait principalement confiance aux informations qui sont transmises par les Ukrainiens, mais aussi à la vingtaine d'observateurs français présents au titre de l'ONU
l'OSCE sur place et ils n'ont pas été rapatriés. Il faut avoir des yeux et des oreilles sur place, nous disent les conseillers du chef de l'État. Bastien Angèle, l'Élysée avec Alexis Tessier. Les images que vous voyez sur la gauche de votre écran, ce sont des images d'embouteillages ce matin. Colossaux ces embouteillages dans la banlieue de Kiev. Les Ukrainiens ont appris donc le début des hostilités, le fait que les Russes avaient franchi les frontières de l'Ukraine. Et vous le voyez, c'est un véritable exode qui a eu lieu très tôt ce matin à Kiev. Le centre-ville, du coup, et on a pu le constater en direct un peu plus tard, était quasiment vide en fin de matinée. Et c'est important de vous le rappeler si vous êtes français ou si vous êtes de la famille française à Kiev ou dans le reste de l'Ukraine. Restez chez vous, protégez-vous. N'essayez pas de prendre la route, c'est dangereux d'une part parce que vous risquez de vous y retrouver bloqué, mais aussi parce qu'il y a des opérations militaires en cours.